Merci de votre fidélité à Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara est en visite au Maroc. Christopher Ross a fait une déclaration devant la presse. Pour lui, la situation dans la région du Sahel rend une solution de la question du Sahara plus urgente que jamais. Le Burkina Faso s'engage contre le grand banditisme avec l'organisation d'une opération conjointe police-gendarmerie nationale. Le but est de traquer la délinquance jusque dans son dernier retranchement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara, en visite au Maroc, s'est entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Un entretien à l'issue duquel Christopher Ross a fait une déclaration devant la presse. Pour lui, la situation dans la région du Sahel rend une solution de la question du Sahara plus urgente que jamais. C'est dans un contexte régional marqué par la guerre au Mali et la prolifération de groupes terroristes au Sahel qu'a lieu la visite de Christopher Ross au Maroc. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara n'a pas manqué de le rappeler suite à ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères sur la question du Sahara. La situation dans la région du Sahel et de son voisinage rend une solution plus urgente que jamais. À cet égard, j'ai eu des entretiens approfondis avec le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et les présidents des deux chambres du Parlement sur le meilleur moyen de faire avancer le processus de négociation. Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence du représentant permanent du Maroc à l'ONU, Mohamed Loulishki, ont permis au ministre des Affaires étrangères, Saadetdine Othmani, de réaffirmer la volonté du Maroc de parvenir à une solution définitive au dossier du Sahara. Nous avons discuté de manière approfondie des prochaines étapes proposées par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Rabat est la première étape de sa tournée dans la région. Le Maroc est déterminé à faire réussir cette mission en vue de parvenir à une solution définitive et durable à la question du Sahara marocain. À l'issue de ces entretiens, Christopher Ross a affirmé qu'il présenterait le 22 avril prochain au Conseil de sécurité les conclusions de sa tournée régionale. Nous poursuivons avec l'actualité au Sahel. Le Tchad est engagé avec la France dans la guerre au Mali. Le ministre tchadien des Affaires étrangères estime que 70% du travail a été accompli sur le terrain, mais il reste encore beaucoup à faire pour débusquer tous les djihadistes cachés dans le massif des Ifoghas, une région désertique près de la frontière algérienne. Sur le terrain malien, les forces tchadiennes ont été les premières à s'engager aux côtés des militaires français pour mettre un terme à la menace terroriste. De passage à Paris, le ministre tchadien des Affaires étrangères, qui a rencontré son homologue français, confirme qu'il reste encore du travail. L'opération conjointe armée tchadienne-armée française a fait un travail important dans les Iforas. Elle est en train de faire du ratissage. Je crois que plus de 70% du travail est fait. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que nous avons un adversaire particulier sur un théâtre particulier et donc il faut être prudent. Dans ce massif, à l'extrême nord-est du Mali, le ratissage est systématique dans un environnement difficile et contre des adversaires prêts à tout. Le danger ici se cache dans ces rocailles d'où il faut extirper chaque djihadiste. Des combats durs qui ont déjà coûté la vie à une trentaine de militaires tchadiens. Les Tchadiens sont fiers des faits d'armes de leur armée. Il y a une totale unanimité sur l'envoi de ces forces au Mali. Et donc l'opinion tchadienne, malgré les pertes, est consciente que ces hommes ne sont pas perdus pour rien. Pour les autorités tchadiennes, la menace djihadiste dans un cadre régional particulièrement instable est réelle. Un constat que le chef de l'État a rappelé à la télévision nationale. La menace des djihadistes existe ici au Tchad. Existe avant que nous envoyions nos forces au Mali. Les cellules dormantes des djihadistes existent bel et bien avant notre engagement au Mali, au Tchad, et existent aussi ailleurs.
Alors que le retrait des troupes françaises devrait commencer fin avril, les Tchadiens appellent eux à un déploiement rapide et total des autres forces africaines prévues dans le cadre de la mission de stabilisation mandatée par l'ONU. D'ici là, il faut tenir le terrain. Sur un autre front, les journalistes maliens toujours très indignés par l'incarcération du confrère Boukari Daou. Le directeur de publication du journal Le Républicain a été arrêté après avoir publié un article sur les avantages attribués au capitaine Sanogo. À la maison de la presse de Bamako, la colère ne retombe pas. Après 9 jours de garde à vue, le directeur de publication du quotidien Le Républicain, Boukari Daou, a été inculpé et incarcéré lundi. Un choc pour ses confrères, même si l'inculpation est saluée comme un retour à un cadre judiciaire légal. Aujourd'hui, il y a un contexte judiciaire normal, c'est une bonne chose. Et pour nous, c'est essentiel, c'est que nous soyons jugés selon les textes qui sont appliqués dans notre pays. Le monsieur n'a pas été arrêté parce que moi j'ai un salaire. D'ailleurs, c'est donné par l'État malien. Votre confrère, je ne suis ni de près ni de loin impliqué. C'est pour avoir publié une lettre de soldat mettant en cause l'ex-président putschiste, son salaire, son statut, que Boukari Daou est poursuivi. Pour son défenseur, les motifs d'inculpation, incitation à la désobéissance et publication de fausses nouvelles sont autant de négations de la liberté de presse et la détention provisoire disproportionnée. Sa détention n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité et il a de sérieuses garanties de représentation. D'où il suit que sa mise en détention préventive n'était pas du tout opportune à mon avis. Au siège du Républicain, la rédaction se dit consternée que la justice et ou le pouvoir s'acharnent contre un journaliste quand la situation politique et militaire du pays mériterait toute l'attention des autorités. La rédaction a encaissé un coup parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit déféré de la sorte pour un procès qui est prévu le 16 avril 2013. Donc pratiquement, il fera 1 mois en prison avant la date de son jugement. L'opération presse morte, décrétée après l'arrestation de Boukari Daou, a été levée. Les journalistes ont repris le travail. Néanmoins, ils poursuivent jusqu'à nouvel ordre le boycott des activités du pouvoir, manière de maintenir la pression jusqu'au procès. En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo boycottent les élections régionales et municipales prévues pour le 21 avril. Le Front populaire ivoirien de l'ancien président estime que les conditions d'un scrutin juste et transparent ne sont pas réunies. Écoutons à présent Richard Kodjo, porte-parole du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien n'est pas concerné par les élections du 21 avril 2013. Aucun militant du Front populaire ivoirien ne doit en aucune manière prendre part à ces élections, à savoir ne figurer sur aucune liste, ni faire campagne pour une liste, encore moins voter. Le FPI ne reconnaîtra pas les résultats de cette mascarade électorale. Le Front populaire ivoirien saisira les instances compétentes pour dénoncer l'incompétence et l'illégalité de la CEI, devenue caduque et illégale après les législatives de 2011. Page santé de ce journal avec la Côte d'Ivoire où 1 million de personnes sont atteintes de diabète. 1000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. En appui au gouvernement, l'ANATSI, une nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire, participe à la prise en charge des malades les plus vulnérables. Alassane Traoré a 21 ans. Il est atteint de diabète depuis 9 ans et vit sous insuline. Ce traitement quotidien coûte cher à sa mère qui est seule à s'occuper de lui grâce à un petit commerce. Je veux qu'on diminue encore les médicaments, pas toujours l'argent pour consommer les médicaments. Donc je veux qu'on diminue un peu encore. Pour supporter le coût de son traitement, Alassane bénéficie depuis 4 ans du soutien de la NATSI, la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire. Elle compte à ce jour 4131 diabétiques. Elle leur vient en aide pour acquérir les médicaments à moindre coût et surtout pour un soutien moral. Pour le président de cette association, le diabète n'est pas une fatalité. On peut vivre longtemps avec le diabète. J'ai 40 ans aujourd'hui.
Ça fait 26 ans que je suis à la piqûre. En Côte d'Ivoire, 1 million de personnes sont atteintes de diabète avec 1000 nouveaux cas dépistés chaque année. L'État contribue à la prise en charge de la maladie en subventionnant les médicaments. Si une boîte d'insuline est vendue en pharmacie à 17 000 francs CFA, le centre antidiabétique d'Abidjan, financé par le ministère de la Santé, en fournit à 3 500 francs. Santé toujours, le Rwanda lance une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Kigali est la première capitale africaine à lancer une telle opération pour limiter les décès liés aux maladies infantiles. Et puis en République démocratique du Congo, la rougeole fait des ravages, surtout dans les zones les plus reculées où il est extrêmement difficile de distribuer des vaccins. Un enfant sur 10 meurt des complications de la maladie. De multiples infections respiratoires, des enfants totalement déshydratés. Voici les conséquences de la rougeole si elle n'est pas traitée à temps. Dans ce centre de santé, on soigne les cas les plus aigus, souvent aggravés par la malnutrition. Au nord de la République démocratique du Congo, la rougeole continue de tuer les plus faibles par milliers. La province orientale et celle de l'Équateur sont les plus touchées par l'épidémie. Parmi les enfants infectés, 1 sur 10 meurt. Il existe pourtant un vaccin efficace et bon marché, mais les difficultés logistiques rendent la vaccination très compliquée. On est allé dans une zone de santé récemment à Yaouma, dans laquelle il y avait un frigo qui était en place, qui était fonctionnel. La majorité des autres frigos n'étaient pas fonctionnels. Or, c'est nécessaire pour garder les vaccins à température. Autre problème, l'accès aux zones les plus isolées dans cet immense territoire, aux routes souvent impraticables. Pour rallier les villages enclavés, l'association Médecins sans frontières utilise l'avion, la moto ou encore la pirogue. En un an, l'ONG française a vacciné 440 000 enfants dans le pays. Depuis le déclenchement de l'épidémie de rougeole en 2010, plusieurs campagnes de vaccination ont ainsi été menées. Rien n'y fait, la maladie continue de se propager d'une région à l'autre. L'OMS va donc lancer un vaste plan d'élimination de la rougeole en RD Congo. On doit renforcer la surveillance des rougeoles. On doit renforcer la vaccination des routines. Et donc les mamans, la population doivent participer aux activités de vaccination. Les enfants congolais doivent être vaccinés. Ce plan doit être mis en place en septembre d'un budget de 220 millions de dollars américains. Il s'échelonnera jusqu'en 2020. Nous poursuivons avec l'actualité au Burkina Faso avant de refermer cette édition. Le pays s'engage dans la lutte contre le grand banditisme. Une opération conjointe police-gendarmerie nationale est organisée. Le but est de traquer la délinquance jusque dans son dernier retranchement. Après 4 jours, près de 70 présumés délinquants sont dans les filets de l'opération. C'est une véritable offensive lancée dans la région de l'Est contre le grand banditisme. La police nationale et la gendarmerie de la région assurent l'opération. Le 34e régiment interarmes de Farangourma est également appelé au secours. L'armée de l'air aussi, car l'enjeu est de taille. Ces actes d'agression au niveau de la région se déclinent en attaque à main armée, agression à domicile. Ils se font avec des armes blanches, des armes à feu de fabrication locale et de plus en plus avec des armes de guerre. À la date du 25 février 2013, sur 57 agressions à main armée à l'échelle nationale, 29 proviennent de la seule région de l'Est, soit un taux de 57%. Il est alors plus que jamais temps de prendre des dispositions pour endiguer le phénomène, selon les responsables chargés de la sécurité intérieure. Et sur le terrain, le dispositif est présent. Toutes les zones répertoriées comme étant zones criminogènes sont occupées. De Matiakwali à la Luanga, c'est à quelques microns de mètres des frontières du Togo et du Bénin, en passant par Pama, Kompienga et Diabigo, les patrouilles vont bon train avec toujours les mêmes missions, faire systématiquement des fouilles de sûreté. La mission principale, c'est contrôler systématiquement tous ceux qui empruntent la voie et savoir s'il y a des coupeurs de route parmi eux ou pas. Au pont de Bigou, sur la route menant à Pama, l'opération a permis de déloger des délinquants qui avaient installé les QG par là. Dans la région de l'Est, l'opération est perçue comme un pain béni. Nous avons crié ici à tue-tête que nous risquions d'être dépassés par la délinquance. Donc quand on voit ce genre d'opération se mener, on ne peut que se féliciter. L'heure n'est pas encore au bilan de la mission conjointe, mais le point partiel présenté aux hommes des médias fait état de près de 70 présumés délinquants arrêtés, dont 18 activement recherchés par la police et la gendarmerie nationale.
Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.